Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition, dont le site est avataredition.com, qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Café Noir, dans ces temps de Covid-19, comme clin d'œil et en solidarité, avec nos bistrots et restaurants. Ce soir, avec notre ami Pierre Levigan, journaliste et essayiste, auteur d'une quinzaine de livres aux éditions La Bague d'Or, nous recevons Raoul Weiss et nous avons intitulé notre tour de table La Suède et la Hongrie face au Covid. Raoul Weiss est écrivain et essayiste et son prochain livre va paraître aux éditions Perspectives Libres. Il a vécu en Hongrie et vit actuellement en Suède, d'où son témoignage sur la stratégie de ces deux pays face au Covid. Un témoignage important parce que la Hongrie d'Orban ayant un gouvernement décrit comme populiste et la Suède faisant partie de ces pays scandinaves ayant la réputation d'avoir un État omniprésent dans la vie des citoyens. Oui, oui, bonsoir. Votre présentation, en fait, c'est surtout la comparaison qui est intéressante, puisque c'est vrai que en France, vu de France, et je pense surtout dans les milieux, on va dire, critiques vis-à-vis du système, souverainistes notamment, on aurait eu tendance, et moi-même je reconnais qu'il y a encore un an et demi peut-être, j'aurais eu tendance à m'attendre au résultat contraire, c'est-à-dire on se serait attendu à plus de résistance côté hongrois. On s'était habitué à l'idée que la Hongrie de Viktor Orban aime et ose faire cavalier seul face aux instructions, on va dire, de la bien-pensance mondialiste, qui en ce moment, on le voit bien, s'est totalement réinvesti dans cette espèce de croisade pseudo-sanitaire. Et au contraire, la Suède, qui avait plutôt une réputation, on va dire, de suivisme vis-à-vis des instructions du gouvernement mondial réputé inexistant, allait s'exécuter comme un seul homme. Et puis, finalement, c'est quand même plutôt le contraire qui s'est passé. Et ma présence en Suède est aussi liée à ça, c'est-à-dire que j'ai entre autres raison de déménager il y a 2 mois de Hongrie où je vivais, en Suède où je vis maintenant. Il y avait la volonté d'essayer de comprendre ce que je n'avais pas visiblement pas compris ou mal compris précédemment. D'accord. Donc il y a un paradoxe en quelque sorte, puisque le gouvernement réputé illibéral, selon une expression à la mode, en tout cas non libéral, de Viktor Orban, qui s'est notamment manifesté par son refus d'une immigration qui en fait ne correspondait qu'à des gens qui voulaient passer par la Hongrie mais qui ne souhaitaient pas y rester compte tenu du peu d'avantages sociaux. Finalement, ce gouvernement théoriquement non libéral s'est complètement aligné sur les directives libérales et surtout mondialistes en fait de l'Union européenne. Quelles ont été les étapes en quelque sorte de cet alignement de Viktor Orban sur l'idéologie et la pratique de confinement covidien? Alors, jusque vers l'été 2020, on aurait pu penser, c'est ce que moi et puis d'autres, on va dire français magyarophiles, aussi bien en France qu'à Budapest, voulions en tout cas penser jusqu'à l'été 2020, c'est que en quelque sorte la Hongrie mimait le Covid, faisait plus ou moins semblant de marcher dans la combine. Tout en essayant au maximum de préserver sa population des effets catastrophiques de cette dictature pseudo-sanitaire. Parce qu'effectivement, au printemps, disons que comparé à la folie furieuse qui s'était déjà manifestée à l'époque en Europe de l'Ouest, les mesures, entre guillemets, pour employer le terme totalement faux, qui s'est imposé, étaient restées à peu près modérées, à peu près humaines. Malheureusement, en automne, il a fallu déchanter, puisque on ne sait pas très bien ce qui s'est passé entre-temps. Moi, j'ai quelques soupçons.
entre Budapest et Bruxelles. Mais le fait est que ce qu'on a vu, ce qui est certain, c'est que la deuxième vague, entre guillemets, la Hongrie, ce coup-ci, l'a organisée avec toute la rigueur exigée par les maîtres du monde, confirmant plutôt, pour ceux qui avaient l'œil, et là, malheureusement, je dois dire que je n'en faisais pas partie, je faisais plutôt partie des dupes de ce discours, comme vous avez dit, illibéral, confirmant qu'en fait, c'est un bluff. C'était déjà un bluff à l'époque de la crise des migrants, hein, qui a rendu continentalement, au moins sinon mondialement célèbre, le dit Viktor Orban, qui était un énorme bluff, parce que ça consistait, oui, à faire cavalier seul en disant, nous, on veut pas de migrants. Bah oui, mais les migrants vous veulent pas non plus. Leur but n'était pas de s'installer en Hongrie, qui est un pays à faible revenu, à État-providence pratiquement inexistant, une population qui n'est pas toujours très accueillante vis-à-vis des nouveaux venus. Donc, ces gens-là, ils voulaient juste traverser la Hongrie. Absolument. Donc, c'était une résistance facile à une immigration qui, de toute façon, ne voulait pas s'arrêter en Hongrie, quoi. Pierre, mais est-ce que ce virage d'Orban n'est pas dû au fait d'ailleurs, n'oublions pas d'abord que Orban fait partie, au Parlement européen, il fait partie du groupe des droites, donc des chrétiens démocrates, déjà de un. Mais deuxièmement, est-ce que ce virage, disons, sur le Covid, de respecter les normes sanitaires mondiales, ne vient pas du fait des négociations qu'ils ont eues avec l'Europe dernièrement, quand la Hongrie bloquait les fonds européens? C'est tout à fait. Ouais. Oui, c'est tout à fait c'est tout à fait mon analyse. C'est bien le soupçon que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire qu'eux ont essayé de vendre ça notamment à leurs aficionados des droites d'Europe occidentale comme une fois de plus un grand triomphe de la diplomatie orbanienne et vichégradienne à Bruxelles. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont, à mon avis, qu'est-ce qu'ils ont négocié? Eh ben, le fric contre la dictature. C'est-à-dire, si vous faites bien du Covid comme on vous demande, eh ben, vous toucherez vos subventions, vous aurez votre part du fameux Covid Recovery Package, qui est le nouveau nom que Ursula von der Leyen a donné à ce qu'elle essayait précédemment encore de vendre il y a encore 2 ans sous le nom de New Green Deal. Sous le nom de New Green Deal, ça n'était pas passé. Il y avait eu de l'opposition au Parlement européen. Et puis alors, une fois qu'ils avaient tous le revolver Covid sur la tempe, on leur a présenté pratiquement le même budget, avec une différence de 200 milliards en tout et pour tout, et un titre différent. Et là, ils ont dit oui, oui, avec un pistolet sur la tempe, c'est plus facile. Mais alors, est-ce qu'il y a une opposition à Orban en Hongrie anti-dictature sanitaire? Comme on a un peu en France, un peu. Maintenant elle commence à s'organiser politiquement avec un gros retard par rapport à d'autres pays, même très proches des pays de la zone, et qui s'explique justement par la trahison d'Orban. C'est-à-dire que si vous prenez la Slovaquie, par exemple, la Slovaquie qui est en gros dominée par, disons que ça varie entre centre-gauche, centre-droit. Enfin, c'est toujours des européistes, c'est toujours des occidentalistes, c'est toujours des mondialistes. Et les rares qui essayent vraiment de s'y opposer, qui ont des positions, on va dire, radicalement d'opposition, ont tendance à atterrir en prison. Il faut le savoir aussi. Bon. En Slovaquie, évidemment, les nationalistes slovaques étant d'entrée de jeu, si vous voulez, même déjà avant les dictatures pseudo-sanitaires, etc., assez remontés contre leur gouvernement. Et leur présidence, d'ailleurs, c'est un pays à constitution mixte où la présidence aussi est a pas mal de pouvoir, mais le gouvernement aussi. Bon. Bref, mais enfin, dans les 2 cas, c'est des institutions tenues par les européistes. Et donc, quand ils ont commencé, on va dire, la dictature pseudo-sanitaire dure, eux aussi cet automne, ils ont tout de suite eu des manifestations, elles aussi assez dures, dans les rues de Bratislava, d'autres villes slovaques, etc. Ça ne s'est pas produit en Hongrie, parce qu'en Hongrie, la même sociologie, si vous voulez, les patriotes, les nationalistes, tout en ayant très lourd sur la patate, se sont freinés
se sont autodisciplinés en se disant oui, mais attention, en principe, Orban, c'est notre homme, il est de notre côté, il est dans notre camp. Ben non, il n'est pas dans votre camp. Et maintenant, on sait enfin ce que voulait dire en réalité illibéral. C'est quoi un illibéral? C'est un ancien libéral, c'est tout à fait le cas d'Orban, qui a décidé à un moment, pour des raisons tactiques, de faire semblant de ne plus l'être, mais qui en réalité profondément l'est toujours resté. Et le jour où le libéralisme entre en phase totalitaire, c'est-à-dire justement cesse d'être libéral, devient une dictature des anciens libéraux, et ben il rejoint le mouvement, j'allais dire, à 150%. C'est un chrétien démocrate de droite des années 60, en gros. Oui, oui, bah, enfin, maintenant on fait semblant, moi-même, comme j'avais fait semblant de l'oublier, ou je m'étais intoxiqué à l'idée que oui, non, il avait changé, ou bon. Et donc maintenant on fait semblant de redécouvrir des choses qu'en réalité ça n'a jamais été vraiment caché. Il a toujours proclamé que son modèle politique c'était Helmut Kohl. Alors Helmut Kohl, dans la dissidence patriote, excusez du peu, hein, c'est quand même splendide. Bon, oui. Il a même cette étiquette d'illibéralisme que moi je considère déjà comme une fraude, mais même ça, il a toujours eu du mal en réalité à l'assumer. C'est-à-dire c'était toujours un tango comme ça, alors un pas en avant, deux pas en arrière. Alors il sort, je crois vers 2014, il sort cette étiquette d'illibéralisme, mais 6 mois plus tard ou un an plus tard, il faudrait vérifier les dates exactes, il se reprend, il dit oui, enfin, libéralisme, bon, chrétien-démocrate en fait, mais les vrais chrétiens-démocrates, ceux qui n'existent plus, ceux qui devraient encore exister, je suis le dernier qui existe, etc. Et puis ensuite, ils ont quand même réintroduit le terme libéral. Vous voyez, c'était un tango. Et ça montrait bien en réalité comment dire, la fragilité de cette illusion. Mais alors alors, quid de la Suède, qui a été un pays pendant des années le phare de la social-démocratie et de l'État-providence et de l'État qui intervient dans tous les domaines. Oui, l'État-providence étant en même temps souvent un État intrusif, hein, effectivement. C'est vrai que à propos de la Suède, on s'attendait à ce qu'il soit extrêmement dirigiste sur ces mesures sanitaires, un petit peu dans la continuité de l'État nounou, hein, de l'idéologie de l'État nounou, quoi, en quelque sorte. Et finalement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Oui, oui. Et comment vous expliquez ce phénomène? Alors, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire, il y a beaucoup de phénomènes de tout ce que j'observe depuis que je suis en Scandinavie, depuis 2 mois. Il y a beaucoup de phénomènes dont je me rends compte qu'en fait, leur interprétation vue depuis l'Europe continentale, ou on pourrait même dire l'Europe, parce que vous savez, ici, c'est un de ces pays, un peu comme dans les Balkans. J'ai vécu la même chose en Roumanie, où 2 Suédois se rencontrent en automne et ils disent « Ah, ben, ça fait des mois que je ne t'ai pas vu, t'étais où? Oh, j'étais en Europe. » C'est-à-dire, il a passé 1 mois, pas en France, en Allemagne, en Espagne. Voilà. Donc, en fait, la Scandinavie, non, c'est pas tout à fait l'Europe, en fait. Et d'un point de vue culturel, je dirais que c'est pas tellement l'Europe, c'est une périphérie de l'Europe, mais avec quand même un modèle culturel bien spécifique et probablement encore plus difficile à comparer à ce qu'on voit en Europe de l'Ouest que, disons, l'Europe centrale, qui finalement n'est jamais qu'un petit bout d'Europe de l'Ouest, on va dire, détaché, vous voyez, à l'époque de la guerre froide, de l'Europe de l'Ouest, mais dont le modèle culturel de base était quand même, à mon avis, plus proche que ce qu'on voit en Scandinavie. Et donc, pour répondre à votre question, le maternalisme d'État scandinave, non, c'est pas une légende. C'est pas une légende, et d'une certaine manière, ça fonctionne. C'est-à-dire que les quelques recommandations, au demeurant aussi assez ridicules, hein, mais les quelques recommandations qu'avait formulées donc leur grand chef de la santé, au demeurant un épidémiologue assez respecté, Anders Tegnell, sont effectivement respectées, appliquées par la population. Du moment que c'est l'État qui leur dit de le faire, ils le font. Donc, c'est vrai qu'il y a cette confiance en l'État, il y a cette discipline, il y a cette cohésion des sociétés scandinaves qu'on comprend mieux une fois qu'on vit ici, parce que quand on voit l'hiver, par exemple, en Scandinavie, on se dit, c'est des gens ici, la désorganisation, ça doit assez vite être sanctionné par l'évolution, c'est-à-dire les gens un peu trop désorganisés ne vont pas survivre très longtemps.
Voilà. Oui, tout à fait. Mais pour autant, il y a d'autres choses. Oui. Oui, non, allez-y, allez-y. Mais il y a d'autres choses qu'on a entendues. Oui. Alors, une interprétation, en revanche, un peu délirante de cette discipline scandinave, c'est celle qui a consisté à dire, ah bah vous savez, là-bas, ils n'ont pas toutes ces mesures, ils n'ont pas ces masques, etc. Mais c'est parce ils sont très distanciés déjà à la base, ils sont très froids, ils ont très peu de vie sociale. Bon, les gens qui vous expliquaient ça, c'était très clair qu'ils n'avaient jamais passé une journée, en tout cas pas une semaine, c'est-à-dire ils n'ont jamais passé un week-end en Scandinavie. Parce qu'en Scandinavie, les sociologues vous expliqueront que c'est pas une société synchronique comme les sociétés européennes, c'est une société diachronique, c'est-à-dire que c'est pas les différentes formes de comportement se répartissent moins dans l'espace, ce qui serait le cas typiquement en France, en Italie. Hein, on se comporte différemment dans une église, dans une boîte de nuit, au travail. Voilà. En Scandinavie, c'est surtout diachronique, c'est-à-dire c'est surtout en fonction du moment. Alors notamment, ils ont deux modes de fonctionnement à la base, c'est la semaine et le week-end, qui veut aussi dire avant tout sans alcool et avec alcool. Or, quand vous avez vécu la Scandinavie, ce qui était déjà mon cas il y a 15 ans, hein, j'avais déjà passé un été en Finlande, voilà. Quand vous avez vécu la Scandinavie du week-end, vous savez très bien quoi penser de ces légendes urbaines absolument ridicules sur les Scandinaves froids, qui ne se touchent jamais, qui s'adressent à peine la parole, etc. Oui, quand ils sont au boulot, quand personne n'a bu une goutte d'alcool, etc., je veux bien. Mais alors, aller en Scandinavie, dans un bistrot, un samedi soir ou maintenant un samedi après-midi, parce que maintenant, comme ils ont limité dans le temps les horaires des débits de boissons, bah, ces pauvres Scandinaves sont obligés de commencer à boire plus tôt. Oui, la vente d'alcool est interdite après une certaine heure. Oui. Mais vous avez encore le droit de boire, et là, vous n'êtes pas confiné, parce que nos journalistes et nos médias en France et en Italie, on nous dit que maintenant, la Suède va suivre le reste de l'Europe. Or, si je comprends bien, en lisant des articles en anglais de la Suède, à la différence de nos États latins, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit discuter ça au Parlement et le Parlement doit voter. Et c'est encore au conditionnel. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, le gouvernement a des pouvoirs majorés pour pouvoir faire des restrictions, mais vous n'êtes pas encore confiné. Non. De toute façon, c'est comment dire, c'est un débat. C'est un débat qu'il faut trancher à la racine. Parce que il est bien clair que des pressions internationales énormes s'exercent sur la Suède pour essayer de faire disparaître, au moins apparemment, ce mauvais exemple, entre guillemets, qui en fait est un très bon exemple, Comme que constitue la Suède et qui démontre à l'univers entier que ces dictatures pseudo-sanitaires n'ont absolument aucune efficacité justement sanitaire. Ce sont des dictatures pseudo-sanitaires. Bon, la Suède cède partiellement à ces pressions, c'est-à-dire à petits pas, elle recule en adoptant des mesures dont le gouvernement, à commencer par Anders Tegnell, savent très très bien qu'elles n'ont aucun intérêt sanitaire, mais dans la mesure où ça permet de tranquilliser un peu les partenaires, et notamment les partenaires commerciaux, parce que n'oublions pas que la Suède est un pays très exportateur et que 40% de ces exportations vont vers l'Union européenne. Donc, l'indépendance que leur procure une monnaie nationale conservée, hein, eux ne sont pas entrés dans l'euro, ils ont toujours leur couronne, certes, mais ça ne les rend pas non plus totalement, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se permettre un isolement commercial, si vous voulez. Oui, mais vous avez donc ça, c'est le levier mais vous avez toujours moins de morts. C'est le levier des pressions internationales. Pardon, vous avez toujours moins de morts en Suède qu'en France et en Italie, par exemple, par rapport à la population. Oui, alors voilà. Alors en plus, quand on regarde, moi je vais généralement sur Worldometer parce que ce sont des chiffres communiqués à l'ONU, donc on peut considérer qu'ils sont au moins officiels. Alors qu'est-ce qu'ils reflètent vraiment? Moi, je suis extrêmement sceptique en général sur toute cette reprogrammation neurolinguistique qu'on a fabriquée avec les cas. Qu'est-ce que c'est un cas? Les victimes, comme ils disent,
mais qu'est-ce que c'est une victime? En fait, c'est un cadavre avec un certificat où il y a marqué Covid, mais quant à savoir de quoi est mort ce malheureux patient, en fait, on n'en sait rien dans la plupart des cas. Et ce que les chiffres d'ailleurs de mortalité annuelle qui maintenant commencent à être connus montrent, c'est que fondamentalement, dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine strictement sanitaire, en réalité, en 2020, il ne s'est rien passé de neuf par rapport il n'y a pas eu de surmortalité. Et surtout pas en Suède. Voilà, et surtout pas en Suède, parce que maintenant on commence aussi à avoir les chiffres pour la Suède, et il s'avère que le taux de mortalité général en Suède de 2020 n'est pas il est en recul, si vous voulez, par rapport à des valeurs, par exemple, de 2015. Voilà. Sachant qu'encore une fois, c'est un pays qui n'a... Non, allez-y, continuez. Sachant que c'est un pays qui n'a imposé aucune mesure de contrainte. La seule modification, si vous voulez, de type législatif, réglementaire en tout cas, c'est qu'à partir de fin novembre, des bistrots qui pouvaient servir de l'alcool jusqu'à minuit ont été obligés de s'arrêter de servir de l'alcool et donc souvent de fermer, parce qu'évidemment, pour boire du sirop, à partir de 10 heures du soir. C'est-à-dire qu'ils ont raccourci la durée d'ouverture des débits de boissons fin novembre de 2 heures. Et ensuite, il y a eu encore un raccourcissement supplémentaire juste avant Noël, c'est-à-dire la dernière semaine de l'année. C'est passé de 22 heures à 20 heures. Voilà toutes les mesures qui ont été prises. Et c'est là que vous voyez ce que je vous disais avant, que la connaissance du modèle culturel scandinave est quand même importante pour interpréter à leur juste mesure ces événements. Dans la mesure où, dans un pays comme la France, par exemple, ça, ce serait quand même déjà un empiètement, vous voyez, assez lourdement ressenti par la population sur les libertés publiques. Oui, mais en Scandinavie, en fait, les populations scandinaves ont une vieille habitude des cadres, on va dire, des cadres réglementaires assez stricts concernant l'alcool. Parce que comme en général dans le Nord, même chose Russie du Nord, etc., l'alcoolisme, effectivement, est une plaie de santé publique ancienne. Alors peut-être que c'est ces longues nuits polaires qui incitent peut-être à boire un peu trop, je ne sais pas, on pourrait disserter longtemps des causes, mais le fait est que dans les pays du Nord, généralement, l'alcoolisme est un problème et l'implication de l'État dans les habitudes de consommation d'alcool de la population est une vieille tradition. Vous voyez, donc par exemple dans les pays scandinaves, typiquement, si vous voulez acheter de l'alcool au-delà de 3,5 degrés, un truc comme ça, donc à peu près tout sauf le cidre et les bières les plus faibles, eh ben, vous devez aller dans un certain magasin qui est un monopole d'État et qui est le seul à pouvoir vous vendre, si vous voulez, du vin, des liqueurs, etc. Alors ça aussi, c'est choquant, vu de France. Oui. Ah oui, c'est leur culture à eux. Donc, vous voyez, on peut pas tout comparer. Il faut faire mutatis mutandis. Mais mieux que nous, parce qu'en Italie et en France, ces restaurants, maintenant en Italie, moi je suis en Italie, les restaurants sont obligés de fermer à 18 heures. Alors, les Italiens commencent à manger normalement à dîner à 20 heures, quand ils sortent au restaurant, c'est 21 heures et 22 heures normalement. Donc c'est un désastre pour tous, pratiquement, c'est la fin des restaurants comme on les connaît en Italie si on continue comme ça. Et dans les 25 peut-être départements français où il y a actuellement le couvre-feu à 18 heures, puisque ailleurs il est resté à 20 heures, alors on constate évidemment des files d'attente énormes à 17h45 dans les magasins parce que les gens, à peine sortis du travail, font des courses avant de rentrer, quoi. Donc en outre, c'est contre-productif, quoi. Mais l'évidence de ce côté contre-productif qui a quand même été relevé par quelques médecins parce que c'est tellement évident que c'est quand même difficile de ne pas le relever, n'empêche pas que l'une des pistes du gouvernement français, c'est de généraliser ce couvre-feu à 18 heures, voire de reconfiner, c'est-à-dire de donner un nouveau coup d'arrêt à l'économie. Est-ce que peut-être pour terminer, Raoul peut nous dire 2-3 mots sur la stratégie qui a été écrite, qui a été mise noir sur blanc par Klaus Schwab. Raoul. Oui, c'est la parole de la fin. On vous donne la parole. Voilà, c'est ça. Voilà pour voir dans quel contexte en fait s'inscrit cette stratégie de confinement
qui consiste pas seulement à nous pourrir la vie pour le plaisir de nous pourrir la vie, mais qui a aussi qui s'inscrit sur un fond de stratégie économique au fond tout à fait cohérent dans son registre. Voilà, c'est ce que j'allais dire quand vous avez évoqué les confinements entre guillemets, parce que là aussi c'est un abus de langage. Un confinement jusqu'en 2020, ça voulait dire tout à fait autre chose. Mais donc ce qu'on appelle les confinements, donc les lockdowns en Europe, je pense que c'est une erreur tragique de les considérer comme des erreurs ou, si vous voulez, des conséquences imprévues et négatives d'appréciation erronée de la situation. Non, les lockdowns sont en réalité le but, sont l'opération elle-même. Et ça, pour le comprendre, alors déjà, il faut se débarrasser de l'illusion, si vous voulez, de l'illusion de souveraineté des gouvernements dits nationaux, hein, qui ont été mis devant le fait accompli. Hein. Et il était très clair ce printemps, par exemple, que personne n'avait prévenu à l'avance Macron que ça allait se passer comme ça. Hein. Au tout début, il lui-même ne comprenait pas. Il avait les mêmes réactions de bon sens, si vous voulez, que Trump ou Poutine, en disant « Mais attendez, mais c'est une grippe, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que les gens n'iraient pas faire leurs courses ou au restaurant ?» Donc, il a été mis devant le fait accompli, comme la plupart des gouvernements européens, par si vous voulez, un dispositif international qui les dépasse de loin et contre lequel ils sont bien conscients de n'avoir en réalité aucune marge de manœuvre. Et donc, il faut totalement se débarrasser de cette idée que les décisions seraient prises à Budapest, à Paris, voire même à Londres ou à Berlin. Elles sont prises, si vous voulez, à mon avis, de manière un peu immatérielle, mais s'il fallait le situer géographiquement à tout prix, je dirais, elles sont prises à Davos. Et si vous voulez pouvoir les prévoir et en comprendre la logique, bah, écoutez, ça tombe bien. Il y a un des principaux, on va dire, metteurs en scène de ce show qui a même pris soin de nous confier, on va dire, une esquisse de scénario, qui pour l'instant d'ailleurs est totalement confirmée par les faits. C'est donc ce livre intitulé en français La Grande Réinitialisation, en anglais The Great Reset, et qui dans les deux versions, en français et en anglais, a été publié, attention, en juillet 2020, à l'été dernier. Donc, et dès juillet 2020, les lecteurs... bien avant la crise du Covid, en fait. Oui, en tout cas, avant ce qu'on a appelé la deuxième vague. Oui, avant la deuxième vague, pardon, excusez-moi. Voilà, après... On est en 2021. Voilà. Avant ce qu'on a appelé la deuxième... Voilà, oui. Voilà. Et moi aussi, je l'avoue, j'ai été très léger. Je ne l'ai pas lu dès sa sortie, je l'ai lu cet automne alors que les choses étaient déjà en cours. Et je me suis rendu compte que le scénario était parfaitement respecté. Ben oui, parce que vous comprenez, même si on met entre parenthèses toute idée de conspiration, les prévisions faites par un type qui accessoirement est aussi le président fondateur du Forum économique mondial vont avoir une énorme tendance à se transformer en prédictions autoréalisatrices. Donc, quand un type pareil vous dit « il est à craindre qu'au printemps 2021, etc. », ne lisez pas ça comme ça. Traduisez automatiquement, comme le ferait n'importe qui de sensé, par « nous avons décidé qu'au printemps 2021, etc. etc. » Bon. Et alors, à quoi sert parce qu'évidemment, la question qui vient ensuite, c'est « mais attendez, mais si c'est une conspiration, à ce moment-là, quel est l'intérêt de publier ses intentions, de vendre la mèche ?» C'est très simple. Vous avez un middle management, si vous voulez, à la tête des États, les hauts fonctionnaires, on va dire, dans la plupart des États européens, etc., qui sont des gens, évidemment, trop intelligents, on va dire, on va les situer quelque part en quotient intellectuel entre 100 et 110. Ce sont des gens trop intelligents pour gober l'énorme bobard, vous voyez, de la grippe au nom de laquelle il faut perdre 10 points jusqu'à 20 points de PIB, bon, voilà, c'est des gens qui sont capables de confronter deux séries de chiffres, de regarder les statistiques, la démographie, et qui se rendent bien compte que ça ne correspond pas. Bon. Donc, il faut, pour cette couche, si vous voulez, ce middle management du gouvernement mondial, il faut leur expliquer, il faut leur fournir une justification, une motivation, leur dire pourquoi, certes, c'est un mensonge, mais c'est quand même bien.
C'est-à-dire, il vaut mieux en être complice parce que, rassurez-vous, on vous mène dans une bonne direction. Et c'est ça en fait, c'est ça le message du bouquin de Klaus Schwab, c'est de dire, écoutez, alors il le dit nulle part dans ces termes, hein, mais c'est très facile, on le déduit, si vous voulez, très facilement de ce qu'il écrit. Écoutez, c'est vrai, c'est probablement un peu disproportionné, etc., il y a de la psychose, mais vous verrez qu'on sortira de tout ça, un système, parce que ça, c'est ses slogans favoris, un système plus vert et plus inclusif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement vert? Qu'est-ce que ça veut dire inclusif? En fait, le thème de la croissance verte. C'est une religion. Et on mettra, voilà. De toute façon, on va mettre un lien. Et comme par hasard, la principale manifestation institutionnelle de ce putsch, parce que c'est un putsch, c'est ce gouvernement, ce budget de gouvernement, parce que c'est un budget de gouvernement dont s'est maintenant dotée la Commission européenne, et qui n'est autre que la représentation sous un titre modifié, qui maintenant inclut le mot magique Covid, de ce que la même Ursula von der Leyen avait un an plus tôt déjà essayé de faire passer sous le nom de New Green Deal. Voilà. Donc, c'est moi qui suis paranoïaque, mais... Ben, on mettra pour nos spectateurs, on mettra le titre du livre et le lien pour la vente dans la description de la vidéo. Donc, comme ça, il pourrait... Non, attention, excusez-moi, non, il faut préciser que c'est un e-book. L'e-book, au moins, alors peut-être les gens qui veulent l'avoir sur papier devront payer je ne sais quel éditeur, mais l'e-book est disponible gratuitement en ligne. Vous voyez, donc on a bien voulu, c'est un texte qu'on a voulu diffuser. Excellent. Alors on va mettre le lien pour tout le monde et si le papier. Voilà. Et si vous me permettez d'ajouter juste parmi les liens aussi, ce qu'il faudrait aussi donner, c'est, puisque vous allez diffuser ça sur YouTube, il y a deux expatriés Covid, disons deux réfugiés qui ont voulu échapper à la dictature pseudo-sanitaire en France et qui tiennent des vidéoblogs très intéressants, donc deux Français, l'un depuis Stockholm et l'autre depuis Tallinn, la capitale de l'Estonie. Et donc, j'encouragerais les gens qui vous suivent à jeter aussi un coup d'œil à ces deux chaînes-là. Donc, notre compatriote de Stockholm a une chaîne qui s'appelle Un être humain, et celui de Tallinn s'appelle Jérémy Mercier. C'est d'ailleurs un spécialiste de la nutrition. Enfin, c'est quelqu'un qui a des connaissances biologiques assez voilà. Et ça permet donc de suivre, y compris avec des images datant de la journée. Hein. Voilà, ça permet de voir ce qui se passe. Donc, dans ces... Voilà. Parfait, alors on mettra les liens. Bon, on va finir cette émission ici. Bon, ce qu'on peut dire en boutade, c'est que cette année, au moins, le Covid a fait disparaître la grippe, vu que plus personne n'a de grippe cette année. Est fini. On reviendra certainement avec vous, Monsieur Weiss. On vous remercie. On reviendra avec vous sur ces sujets ou d'autres sujets. Alors, pour nos spectateurs, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez de ce sujet du traité, du Covid et de vos expériences, que ce soit en France, en Italie ou dans d'autres pays où vous vivez. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci.